Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette cinquième et dernière journée du SILA 2025, le Salon international du livre d'Abidjan qui tire à sa fin. Ce soir, nous aurons droit à la cérémonie de clôture de cette 15e édition. Mais bien avant que nous vous offrions cette cérémonie de clôture, nous allons vous permettre de découvrir des jeunes auteurs présents ici à cette 15e édition. Et c'est dans cette dynamique que nous recevons pour ce plateau ce matin notre ami Aimé Fulgence Bakré. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'auteur de ce roman. Tout à fait. Mon père, pourrais-je vous pardonner un jour? C'est un roman qui a été écrit en 2001. En 2025. En 2025. On va dire cette année alors. Oui, cette année. Et vous êtes aussi là pour présenter ce livre à tous les amoureux de la lecture. Mais bien avant que nous puissions faire connaissance avec ce livre, déjà, à quel moment vous commencez à écrire? À quel moment vous sentez le besoin d'écrire? Merci déjà pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter ce livre. Et le besoin d'écrire, c'est toujours faire ressentir. Dans la mesure où, tant que nous vivons, tant que nous sommes en société, il y a toujours des choses que nous observons, il y a toujours des réalités que nous vivons. Et dès lors, les réalités les plus marquantes, très souvent, sont, je veux dire, mises sur écrit lorsque cela est possible. Donc, ce sont des faits que nous traduisons sous forme de critique, en fait. Donc, alors, depuis plusieurs années, le besoin d'écrire s'est fait sentir. Et je pense que pour cette année, on était plus disponible pour avoir plus de temps pour pouvoir écrire cette œuvre. Et ça vous a pris combien de temps, l'écriture de ce roman? Je vais dire 2 années. 2 années. 2 années, oui. 2 années. Ça a été difficile ou facile? Pas difficile dans la mesure où il y avait matière vraiment à écrire, il y avait matière vraiment à critiquer. Donc les faits étaient là tout près de nous. C'est la vie de tous les jours, c'est la société quotidienne, voilà, que nous transcrivons à travers ce livre-là. Alors en tant que jeune auteur qui n'a pas forcément les moyens financiers qu'il faut, on est souvent confronté à des problèmes d'édition. Est-ce que vous en avez connu? Oui, les difficultés à éditer un livre sont, je veux dire, sont évidentes. Dans la mesure où, lorsque vous n'avez pas encore de notoriété, très souvent, ça met beaucoup de temps. Et je suis passé par diverses maisons avant d'arriver à celle-là. Parce que vous déposez un manuscrit, vous pouvez faire 3 mois, 4 mois, 5 mois sans qu'on vous appelle. Vous êtes obligé de forcer le destin, aller aux nouvelles vous-même. Alors que pour moi, ils sont censés peut-être vous faire un retour. Soit l'œuvre n'est pas éditable ou autre. Mais c'est vous qui devez courir, faire... Par contre, vous allez voir que pour quelqu'un qui a déjà la notoriété, qui a déjà publié, c'est plus facile en fait. Alors là, vous nous dites que quand vous déposez vos manuscrits, vous n'avez pas de retour. Et quand vous les relancez, on ne vous dit rien aussi. On ne vous dit pas ce pourquoi le livre n'a pas été édité. Oui, c'est des problèmes souvent qu'on ne vous dit pas directement. Soit des problèmes d'indisponibilité, des personnes qui sont dans le jury pour vous faire la lecture, ou bien des problèmes de rangement, ainsi de suite. Il y a toujours un prétexte qui fait que le livre n'est pas lu. Alors qu'il est difficile, je veux dire, de présenter ces documents dans plusieurs maisons d'édition. Vous êtes obligé d'avoir une suite, soit ça aboutit, soit ça n'aboutit pas. Donc vous êtes obligé d'aller à l'information en fait. Alors à votre niveau, c'était quoi? C'était du fait de la qualité du texte? C'est la qualité du texte qui était remise en cause ou c'est parce que vous n'aviez pas les moyens financiers qui ont été demandés par les maisons d'édition que vous avez approchées? Pas du tout, ce n'était pas lié aux moyens financiers. Parce qu'avant qu'on n'ait pas de moyens, c'est d'abord le document qu'il faut analyser, le voir est-ce qu'il est éditable. Ensuite viennent les conditions d'édition. Combien est-ce que vous allez payer à la maison d'édition, etc. Mais avant que le livre ne soit, je veux dire, corrigé, vous mettez beaucoup de temps sans qu'on vous fasse des retours en fait. C'est juste ça. Alors là, finalement, vous avez trouvé une maison d'édition. Tout à fait. Qui vous a permis d'éditer ce roman. C'est bien sûr IED. Oui, Icône Édition. Icône Édition qui vous a permis de publier ce livre. Tout à fait. Ça s'est passé comment? Bon, j'ai contacté Icône Édition lors d'une mission que j'ai effectuée à l'intérieur du pays. Et le responsable de la maison d'édition était également en promotion. Et j'ai saisi l'occasion, nous avons échangé. Et je lui ai dit que j'étais un auteur en quête de se faire éditer. Et donc, on a échangé des contacts. Et ça a été vraiment, c'est allé comme sur des roues en fait. Voilà, il ne m'a pas mis beaucoup de difficultés. On m'a juste demandé d'envoyer le manuscrit qui est passé en révision.
Voilà, nous sommes accordés sur certaines choses, on a contractualisé et puis l'œuvre a été publiée. Ça a coûté combien l'édition? Vous savez, pour l'édition, vous avez deux types d'éditions. Hein. Vous avez les éditions à compte d'auteur et puis les éditions à compte, c'est-à-dire que pour la maison d'édition, qui elle se charge de la distribution, fait tout ça. Voilà. Donc je pense qu'un livre en moyenne, voilà, c'est-à-dire en prenant en compte les corrections, parce qu'il faut dissocier la correction des tirages en fait. Voilà. Alors, dans tout le processus de l'écriture jusqu'à la publication, vous avez dû dépenser combien? Si on peut avoir une estimation. Peut-être je peux ramener peut-être à une centaine de livres. Une centaine de livres va vous coûter autour de 500 000 francs. Voilà, 500 000 francs en prenant en compte les corrections et puis le nombre d'exemplaires. Parce que quand on fait les corrections, il y a aussi des tirages qu'on vous donne. Voilà, qui sont les premiers que vous mettez sur le marché. Maintenant, à chaque fois que vous avez besoin, quand il y a une demande, puis ça compte d'auteur. C'est l'auteur qui dispose de son œuvre. Donc quand il y a une demande, vous faites une demande d'impression également. Et en moyenne, un livre peut vous revenir à 2500, 3000, ça dépend. D'accord. Alors, des volumes, des couleurs. Justement, en parlant de ce livre, Mon père, pourrais-je vous pardonner un jour, un roman, le titre est sous forme interrogative. Pourquoi ce choix? D'abord, il faut comprendre qu'un roman, il a d'abord un caractère commercial. Donc, l'attrait, vous voyez le titre et l'image, doivent pouvoir susciter, j'ai envie de dire, l'envie de lire. L'envie d'amener le lecteur à se poser des questions. Et c'est en se posant des questions que le lecteur aussi cherche à découvrir l'œuvre en fait. Voilà. Alors, sur la première de couverture, on a l'image d'une demoiselle qui affiche un air de tristesse, désarroi, oui, de désarroi. Pourquoi? C'est quoi la trame de ce livre? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter comme histoire à travers cette image? Merci. Déjà, vous voyez, il doit y avoir aussi une corrélation entre le titre et puis bien l'illustration. Ici, c'est une œuvre qui met à nu, ou du moins qui critique, si vous voulez, les protocoles qui entourent les mariages en milieu religieux, surtout chrétien, sans indexer une communauté. Parce que le constat, il est tout net en début de mission. J'ai dit qu'il y avait matière à écrire, il y avait matière à critiquer. Vous voyez, les protocoles qui entourent les mariages dans les milieux religieux sont tels que, souvent, les mariages se soldent par des divorces fracassants. Les gens se marient sans vraiment se connaître, en raison des protocoles qui entourent le mariage. Lorsque des prétendants au mariage doivent se rencontrer, par exemple, pour discuter, pour échanger, parce qu'ils vont vivre ensemble, ils sont supposés vivre ensemble, il y a un coreligionnaire, par exemple, qui est désigné pour les surveiller, sous prétexte que les gens ne doivent pas se connaître, se découvrir avant le mariage. Alors qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, avec un seul SMS, les gens peuvent se retrouver dans le noir. Un monsieur voit une soeur dans l'église qui lui plaît, on lui demande par exemple son bulletin de salaire. Est-ce qu'il est capable de s'occuper d'une femme? Par contre, pour moi, l'auteur, ça relève plus de la responsabilité que des moyens. Parce qu'un mécanicien, par exemple, ou un homme de petit métier, peut mieux prendre soin d'une femme qu'un cadre d'entreprise. Donc c'est autant d'observations qui nous ont mené à soulever la plume en fait. Alors, voyez-vous, si on vous comprend, avant d'arriver au mariage, il y a certaines étapes qu'il faut franchir d'abord. Bien entendu, c'est le constat, Parce que l'idéal c'est quoi? C'est de se marier chaste, c'est d'observer des préceptes. Vous êtes contre ça? Oui, bien entendu, parce que le mariage, c'est d'abord dans l'esprit. Pour moi, l'auteur, ça n'engage que l'auteur. C'est d'abord dans l'esprit. Des gens qui ont vécu ensemble. Je prends le cas d'étudiants qui sont rencontrés peut-être sur la cité, qui sont aimés, ou du moins qui, ma foi, ont des projets vraiment solides ensemble. Lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, on vous dit, il n'est pas fait, soit par une prophétie, même par, je sais pas, par quelle alchimie, il n'est pas fait pour toi. Mais si vous estimez que l'un n'est pas fait pour l'autre, et que l'autre a découvert la lumière, pour moi, il serait aussi bon d'inviter l'autre à découvrir aussi la lumière, mais ne pas les séparer. Souvent, c'est pas des prophéties. Par exemple, Dieu nous a montré que ce n'est pas ta côte, ce n'est pas ta moitié. Pourtant, les deux s'est mariés. La personne se marie dans la maison de Dieu, alors que son amour se trouve dehors. Voyez-vous, par des prophéties, par des gymnasies, on sépare les gens. Donc, aujourd'hui, nous nous interrogeons à travers cette œuvre, comment doivent se célébrer ces mariages? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui doit entourer, encadrer l'organisation des mariages dans le milieu religieux? Alors, vous savez que cet entretien, il est fait au pif. Hein. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui a été préparé très longtemps. C'est à l'occasion de ce salon on invite les différents auteurs à venir partager avec nous la trame de leurs ouvrages. Et j'ai eu un peu l'occasion de lire quelques pages de ce livre. C'est un peu l'histoire de
d'un jeune homme Oui. qui vivait avec son amour de jeunesse. Avec son amour, sa femme, voilà. qui l'a quitté un jour. Oui, la jeune dame l'a quitté brusquement, j'ai envie de dire de manière assez impromptue. C'était quoi la raison? La raison, c'est qu'elle fréquentait déjà une maison de Dieu où on lui dit ce n'est pas la manière de faire. Avoir des rapports au mariage, avant le mariage, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas digne, je veux dire, de la pratique je veux dire, religieuse. Et donc, il serait bon pour toi d'arrêter cette vie. Et donc, elle, sans avoir eu le courage vraiment de former son amant, elle a brusquement, brutalement abandonné, selon elle, dans le monde. Voilà, comme on le dit comme ça. Est-ce que quelque part vous êtes en train de pointer du doigt, d'accuser, de mettre sur le banc des accusés les hommes religieux face aux nombreux cas de divorce, face aux nombreux problèmes conjugaux? Bien entendu, la responsabilité, elle est partagée. Parce qu'ils sont censés, si vous voulez, encadrer, je dis, cette institution divine. Donc ici, nous, la question qu'on se pose, quel est le rôle de l'homme de Dieu dans plusieurs cas? Deux personnes, par exemple, peuvent venir en tant qu'amoureux, ils rentrent dans la maison de Dieu. Comment encadrer ce genre de personnes? Et comment encadrer aussi ceux qui se découvrent dans la maison de Dieu, par exemple? Vous voyez? Des gens disent que nous nous aimons, nous nous sommes connus, nous nous sommes faits l'un pour l'autre. Et vous, par des alchimies, par exemple, vous arrivez à dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ainsi de suite. En tout cas, c'est une histoire très intéressante, une histoire inspirante. Merci beaucoup. Que chacun devra chercher à découvrir davantage. Tout à fait. Pour sa culture, pour la formation de son esprit. Oui. Mais déjà, comment on fait? Comment on fait pour avoir ce livre? Pour l'avoir, il faut seulement se rendre à la librairie de France, à la librairie Carrefour et dans bien d'autres lieux qu'on va bientôt communiquer aux différents lecteurs. Merci beaucoup, le SILA, ça se passe bien pour vous? Ça se passe bien, on a beaucoup de visites. En tout cas, on dit merci à l'intelligent d'Abidjan qui nous a fait l'amabilité de nous recevoir. Et on vous souhaite également bonne continuation. Merci beaucoup. Merci en tout cas, vous méritez ce passage parce que vous faites partie aussi de ceux qui contribuent, qui travaillent à l'édification des esprits en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va laisser partir notre invité, notre ami Aimé, qui était sur ce plateau pour nous parler de son roman, le premier roman qu'il a mis à la disposition des lecteurs. Nous sommes en attente des autres invités qui vont se succéder à ce plateau. Je rappelle que vous suivez l'Intelligent TV qui est le média officiel de cette 15e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui a ouvert ses portes depuis le mardi 6 mai 2025 et nous sommes aujourd'hui, on va dire 10 mai 2025, c'est le dernier jour de cette 15e édition, une 15e édition qui a été marquée par la présence effective sur le site du Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui était ici même sur le site du SILA pour visiter les différents stands et puis dédicacer des ouvrages qu'il a pu écrire, qu'il a pu produire et pour mettre à la disposition de tous les amoureux de la lecture. Nous sommes en train d'assister à l'arrivée d'un autre, on va dire une autre invitée